Mon général, comme nous l'avons dit hier, nous allons parler ce soir de la France par rapport au monde et au milieu du monde. Et tout d'abord, vous avez fait allusion hier soir à propos de l'agriculture au marché commun. Je crois qu'il faudrait vraiment maintenant aborder cette question du marché commun. En effet, on vous a accusé très nettement de ne pas croire au marché commun, même quelquefois de vouloir le torpiller, en tout cas d'avoir cassé le marché commun sur la question de l'agriculture à Bruxelles. Alors je crois qu'il serait très important que vous vous expliquiez nettement là-dessus. Très volontiers. J'en ai déjà parlé bien souvent. Enfin, nous allons revenir sur les choses et mettre les points sur les i. Rien n'est plus logique, si tant est que la logique conduise le monde, rien n'est plus logique aujourd'hui que de constituer un marché commun européen. Il y a des pays qui sont voisins entre eux, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande, la Belgique, le Luxembourg, un jour probablement l'Angleterre, un jour aussi l'Espagne, peut-être d'autres. Voilà un fait géographique qui est devenu aussi un fait économique, parce qu'ils sont très rapprochés, parce qu'ils sont en contact immédiat, direct les uns avec les autres, et puis parce qu'ils sont du même ordre économique, les uns et les autres. Ils sont au même étiage dans leur ensemble. Enfin, parce que aujourd'hui, la concurrence est nécessaire, c'est l'aiguillon qui est indispensable au progrès, et notamment au progrès économique, qu'il serait absurde pour un pays de s'enfermer, comme on le faisait autrefois, comme nous le faisions autrefois, dans des douanes et dans des barrières, et que par conséquent, pour se mettre à la page, jour après jour, année après année, il faut encore une fois la concurrence, bref, il faut un marché étendu. C'est pourquoi je suis tout à fait convaincu, et je crois bien que c'est comme tout le monde, qu'il est bon, qu'il est utile, et même qu'il est nécessaire d'aboutir à créer un marché commun entre les six. C'est pas moi qui ai fait le traité de Rome, qui, comme vous le savez, a institué en principe ce marché commun. Il est probable que si j'avais été aux affaires, quand on a fait le traité de Rome, on l'aurait fait d'une manière assez différente. Mais enfin, je l'ai pris comme il était, et avec mon gouvernement, nous avons tâché d'en tirer le meilleur parti possible. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, au point de vue industriel, que progressivement, et à mesure que notre industrie à nous se met à la hauteur des industries concurrentes, en particulier l'industrie allemande, eh bien, on pouvait ouvrir, on devait ouvrir les barrières douanières et communiquer largement entre soi. Il fallait bien entendu des règles à toutes sortes d'égards, et je conviens que le traité de Rome prévoit ces règles pour l'industrie d'une manière raisonnable. Et puis il y a l'agriculture. Un pays comme le nôtre ne peut pas se lancer dans la concurrence économique du moment qu'elle ne serait qu'industrielle. Parce que si nous restions avec sur les bras le poids de notre agriculture qui est très lourd, j'ai parlé hier de la transformation agricole et de ce que l'État doit faire pour cette transformation, si nous restions seuls, parmi les six par exemple, avec la charge exclusive de notre agriculture, nous serions handicapés dans la concurrence industrielle, et pour nous, le marché commun deviendrait une duperie. Mais il faut bien convenir que le traité de Rome ne parlait que très vaguement de ce qui était agricole. Il parlait très largement et d'une manière très explicite de ce qui était industriel, mais je le répète, très vaguement de ce qui était agricole. Soit parce que l'école dirigeante d'alors se souciait
dans les relations internationales et les conventions internationales, de faire beaucoup plaisir aux autres. Et les autres, c'était des puissances industrielles, avant tout l'industrie allemande, soit parce que le problème de l'entrée de l'agriculture française dans le marché commun était un problème énorme, et qu'on reculait devant cette nécessité. Eh bien, depuis que moi-même et mon gouvernement, nous avons pris en main l'application du traité de Rome, la mise en œuvre du traité de Rome, nous nous sommes acharnés à faire entrer l'agriculture française dans le marché commun. Et ce n'est pas commode. Pourquoi? Parce que, je vous le répète, nous sommes à cet égard un pays très particulier. Nous avons une agriculture très considérable à tous les égards, ce qui n'est pas le cas des autres. Un pays comme l'Allemagne, comment se nourrit-il? Il se nourrit à peine pour la moitié de ce qu'il produit, et le reste, il l'importe. Et puis, nous, ce n'est pas le cas. Nos agriculteurs font du blé, plus que nous n'en mangeons. Ils font de la viande, et ils devraient en faire, plus que nous ne pouvons en manger, et ils le peuvent. Ils font du lait, plus que nous en buvons. Ils font du vin, plus que nous en absorbons. Ils font du fromage, plus que nous n'arrivons à le manger sur nos tables. Tout ça doit être exporté. Exporté où? Exporté dans le marché commun. Vous pensez bien que ce n'est pas sans mal qu'on pouvait réaliser cela. C'est à quoi, je le répète, nous nous sommes appliqués à ce point que le 1er janvier 1963 et les jours qui suivirent est venue l'échéance. Ou bien l'agriculture française entre dans le marché commun et les autres l'acceptent, ou bien est-ce que nous n'allons pas arrêter le marché commun? Et nous avons mis, c'est le cas de le dire, ce marché à la main de nos partenaires, et ils ont consenti ce jour-là, ces jours-là, à faire entrer l'agriculture française dans le marché commun. Mais il ne suffisait pas de le dire, il fallait le faire. Et ce n'était pas commode. La preuve, c'est qu'à la dernière échéance, c'est-à-dire le 30 juin dernier, où il fallait effectivement aboutir avec le règlement financier, on n'a pas pu aboutir. Nous avons trouvé encore toutes sortes de réticences devant nous, et il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Alors, que faire? Eh bien, il faut reprendre la question. Et comme vous le savez, comme nous l'avons dit, nous y sommes, pour notre part, à nous Français, tout disposés, et même résolus, à condition, bien entendu, que ce soit pour aboutir, et qu'on ne vienne pas adorner, si je peux dire, cette entrée de l'agriculture française dans le marché commun qui complétera l'ensemble économique des six, qu'on n'aille pas adorner cela de conditions politiques dont nous aurons peut-être à parler tout à l'heure et qui, au point de vue de la France, évidemment, ne sont pas acceptables. Voilà où en sont les choses, voilà la route qui est ouverte et voilà les espoirs que nous avons. En général, je crois que le marché commun, ça nous amène presque automatiquement à l'Europe. Et là encore, si je disais tout à l'heure qu'on vous a accusé d'être contre le marché commun, de ne pas y croire, de ne pas le vouloir, on vous accuse aussi très fréquemment de ne pas être européen et de ne pas croire à l'Europe. Et pourtant, vous avez parlé un jour, ou tout au moins on a essayé de définir votre conception de l'Europe en disant l'Europe des patries. Vous avez souvent parlé de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, seulement l'Europe des patries, j'ai l'impression que ceux qui se croient et qui se disent européens trouvent que ce n'est pas assez, et l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, ils trouvent que c'est trop. Alors je vous pose très nettement la question, mon général, est-ce que vous êtes européen ou non? Du moment que je suis français, je suis européen, étant donné que nous sommes en Europe, et que je dirais même que la France a toujours été une partie essentielle, sinon capitale, de l'Europe. Par conséquent, bien sûr que je suis européen. Alors vous me demandez si je suis pour une organisation de l'Europe, et si je vous entends bien, vous voulez parler d'une organisation de l'Europe occidentale. À cet égard, je ne sais pas s'il vous arrive de relire des déclarations que j'ai pu faire depuis des années et des années. Si cela vous arrive, vous vous apercevrez que j'ai parlé de l'Europe, et en particulier de la conjonction, du groupement de l'Europe occidentale, avant que personne n'en parle, et même en pleine guerre, parce que je crois que c'est en effet indispensable. Je crois qu'il y a
dès lors que nous ne nous battons plus entre Européens et Occidentaux, dès lors qu'il n'y a plus de rivalité immédiate et qu'il n'y a pas de guerre, ni même de guerre imaginable, entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Italie, et même, bien entendu, un jour, entre la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre, eh bien, il est absolument normal que s'établisse entre ces pays occidentaux une solidarité. C'est cela l'Europe. Et je crois que cette solidarité doit être organisée. Il s'agit de savoir comment et sous quelle forme. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien, et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles? Vous avez un pays français, on ne peut pas le discuter, il y en a un. Vous avez un pays allemand, on ne peut pas le discuter, il y en a un. Vous avez un pays italien, vous avez un pays belge, vous avez un pays hollandais, vous avez un pays luxembourgeois, et vous avez un peu plus loin un pays anglais, et vous avez un pays espagnol, etc. Ce sont des pays, ils ont leur histoire, ils ont leur langue, ils ont leur manière de vivre, et ils sont des Français, des Allemands, des Italiens, des Anglais, des Hollandais, des Belges, des Espagnols, des Luxembourgeois. Ce sont ces pays-là qu'il faut mettre ensemble. Et ce sont ces pays-là qu'il faut habituer progressivement à vivre ensemble et à agir ensemble. À cet égard, je suis le premier à reconnaître et à penser que le marché commun est essentiel. Car si on arrive à l'organiser, et par conséquent à établir une réelle solidarité économique entre ces pays européens, on aura fait beaucoup pour leur rapprochement fondamental et pour leur vie commune. Alors il y a le domaine politique. Que peuvent-ils faire en commun, politiquement? Il y a deux choses à considérer. Quand on parle de politique, de tout temps, et notamment par le temps qui court, il y a à considérer la défense, dans le cas où on serait obligé de se défendre. Et puis il y a à considérer l'action, c'est-à-dire ce que l'on fait au dehors. Au point de vue de la défense, si cette Europe occidentale devait être attaquée, et par qui pourrait-elle l'être? Jusqu'à présent, ou plutôt jusqu'à ces derniers temps, on pouvait imaginer qu'elle risquait de l'être à partir de l'Est. Et ce n'est pas encore absolument impossible. Dans ce cas-là, il y a une solidarité de défense entre les six. Et cette solidarité, je le crois, peut et doit être organisée. Et puis il y a l'action, c'est-à-dire ce que cet ensemble devrait faire dans le monde. Alors à cet égard-là, c'est beaucoup plus difficile, car il faut bien convenir que les uns et les autres ne font pas tous la même chose et ne voient pas tous les choses de la même façon. Les Allemands, que voulez-vous, ils se voient comme ils sont, c'est-à-dire coupés en deux, et même en trois, si l'on tient compte du statut de Berlin. Et ils se retrouvent avec une puissance économique renaissante et qui est déjà considérable. Forcément, ils ont des ambitions. Est-il nécessaire que les ambitions de l'Allemagne soient automatiquement les nôtres? Les Anglais ont affaire un peu partout, et on le voit bien, ils ont des embarras actuellement en Afrique avec la Rhodésie, ils en ont dans les pays arabes avec Aden, ils en ont en Extrême-Orient avec la Malaisie, et ainsi de suite. Est-ce que ces ennuis, ces inconvénients doivent être nécessairement les nôtres en même temps? Voyez-vous ce que je veux dire? Il n'est pas si facile que ça d'ajuster les politiques. Alors, j'ai fait, peut-être vous en souvenez-vous, c'était en 1961, la première de toutes les propositions qui étaient faites aux Européens pour commencer une coopération politique. Je leur ai proposé de réunir périodiquement ensemble les chefs d'État et de gouvernement et puis les différentes sortes de ministres, et notamment
les ministres des Affaires étrangères, pour confronter la situation de chacun, les vues de chacun, et les accorder. Oui, c'est ce qu'on avait appelé, bien que vous n'ayez pas, je crois, prononcé la formule, c'est ce qu'on avait appelé l'Europe des patries à ce moment-là. Je n'ai jamais parlé d'Europe des patries. C'est comme l'intendance suit. Chacun a sa patrie, nous avons la nôtre, les Allemands ont la leur, les Anglais ont la leur, et c'est ainsi. J'ai parlé de la coopération des États. Alors ça, oui, j'en ai parlé, et je crois que c'est indispensable. Et nous avons tâché de l'organiser à cette époque, mais ça n'a pas réussi. Et depuis, bon, on n'a plus rien fait, excepté nous, qui avons fait quelque chose avec l'Allemagne, car nous avons solennellement, et c'était incroyable après tout ce qui nous était arrivé, nous avons solennellement fait avec l'Allemagne un traité de réconciliation et de coopération. Ça n'a pas non plus jusqu'à présent donné grand-chose, parce que les politiques sont les politiques des États et qu'on ne peut pas empêcher ça. Alors vous avez des cris, mais l'Europe, supranationale, il n'y a qu'à mettre tous ensemble, il n'y a qu'à fondre tous ensemble, les Français avec les Allemands, les Italiens avec les Anglais, etc. Oui, vous savez, c'est commode, et quelquefois c'est assez séduisant. On va sur des chimères, on va sur des mythes, mais ce ne sont que des chimères et des mythes. Il y a les réalités, et les réalités ne se traitent pas comme ça. Les réalités se traitent à partir d'elles-mêmes. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Et c'est ce que nous nous proposons de continuer de faire. Si nous arrivons à surmonter l'épreuve du marché commun, et j'espère bien que nous le ferons, il faudra reprendre ce que la France a proposé en 62 et qui n'avait pas réussi en 61 et qui n'avait pas réussi du premier coup, c'est-à-dire l'organisation d'une coopération politique naissante entre les États de l'Europe occidentale. Et à ce moment-là, il est fort probable qu'un peu plus tôt, un peu plus tard, l'Angleterre viendra nous joindre, et ce sera tout naturel. Bien entendu, cette Europe-là ne sera pas, comme on dit, supranationale. Elle sera comme elle est. Elle commencera par être une coopération. Peut-être qu'après, à force de vivre ensemble, elle deviendra une confédération. Eh bien, je l'envisage très volontiers, et ce n'est pas du tout impossible. Mon général, je voudrais maintenant vous poser un certain nombre d'autres questions. Je me permets de vous rappeler, parce que tout en vous écoutant, j'ai l'œil sur le chronomètre, excusez-moi, que nous avons encore à peu près 12 minutes. Je voudrais vous poser la question suivante. On dit aussi très fréquemment que vous êtes anti-américain. Vous avez une fois parlé d'hégémonie américaine. Les Américains ont mal pris cela, ils ont considéré que c'était péjoratif, et même beaucoup de Français considèrent que c'est péjoratif. Alors, est-ce que vous pourriez également là-dessus vous expliquer sur votre anti-américanisme? Vous savez, depuis que j'ai eu à faire une action nationale, c'est-à-dire depuis 1940, qui était en même temps une action internationale, je me suis toujours entendu traiter d'anti quelque chose. Je me rappelle avec ce pauvre Churchill, il me disait « Vous êtes anti-britannique ». C'était assez drôle, puisque j'étais actuellement, avec ceux qui m'entouraient, nous étions les seuls Français qui soyons restés à combattre aux côtés de l'Angleterre. Les Américains, après, ont dit « Vous êtes anti-américains ». Et alors, ils se sont présentés en Afrique du Nord, sans vouloir que je vienne avec eux, à cause du fait qu'ils me considéraient comme anti-américain. Et là, les Français, qui étaient encore sous l'obédience de Vichy, leur ont tiré dessus par tous les bords. En réalité, qui a été l'allié des Américains de bout en bout, sinon la France de De Gaulle? Il n'y en avait pas eu d'autre. Et le cas échéant, si le malheur devait arriver et si la liberté du monde était en cause, qui serait automatiquement les meilleurs alliés de nature, sinon la France et les États-Unis, comme ils l'ont été souvent en pareil cas? D'ailleurs, vous savez, moi je ne dis pas que les Américains sont anti-français. Et pourtant, alors, si c'est parce qu'ils ne nous ont pas toujours accompagnés qu'ils seraient anti-français, eh bien, ils ne nous ont pas toujours accompagnés. En 1914, que voulez-vous, nous étions en guerre contre Guillaume II, et les Américains n'étaient pas là. Ils sont arrivés en 1917 et ils ont fort bien fait pour eux et pour tout le monde. En 1940, ils n'étaient pas là.
et nous avons été submergés par Hitler, et ce n'est qu'en 1941, parce que les Japonais ont coulé une partie de la flotte américaine à Pearl Harbor, que les États-Unis sont entrés dans la guerre. Loin de moi l'idée de méconnaître l'immense service qu'ils ont rendu à eux, au monde et à nous-mêmes, en entrant dans la guerre en 1917 et en entrant dans la guerre en 1941. Je le sais bien, mais enfin, je ne dis pas qu'ils sont anti-français, parce qu'ils ne nous ont pas accompagnés toujours. Et bien, je ne suis pas anti-américain, parce qu'actuellement, je n'accompagne pas les Américains toujours. Et en particulier, par exemple, dans la politique qu'ils mènent en Asie. Il est tout à fait vrai que je ne les en approuve pas. Alors de là à dire que je suis anti-américain, je ne peux pas l'en empêcher. Mais vous voyez le fond des choses. Au général, je voudrais que vous répondiez à deux autres questions maintenant qui touchent certaines dépenses engagées par votre politique et que beaucoup jugent exagérées, à savoir les dépenses pour la force de frappe et les dépenses pour l'aide aux pays du tiers-monde. Nous avions une armée, quand je suis arrivé, c'est l'armée d'Algérie, pour dire le mot. Ça nous coûtait 30% de notre budget. Actuellement, nous en avons une qui est en train de se rénover complètement à base atomique. Elle nous coûte 21% de notre budget. Et entre-temps, nous avons diminué de presque de moitié la durée du service militaire. Si nous n'avions pas cette force atomique, qui est un instrument terrible, dont la capacité de dissuasion, même quand elle n'est pas en chiffres équivalente à celle des colosses, est tout de même énorme, de dissuasion et de sauvegarde. Si nous n'avions pas ça, qu'est-ce que nous aurions? Ou bien nous n'aurions pas d'armée du tout. C'est une conception. Alors on ne parlerait plus de la France dans la coopération du monde pour sa défense et par conséquent pour sa politique. Ou bien alors nous aurions une armée, comme on dit, conventionnelle. Alors ce serait l'armée que nous avions en 1957, et encore faudrait lui donner un armement moderne qu'alors elle n'avait pas. Ça nous coûterait encore bien plus cher que ce que nous sommes en train de faire maintenant, et infiniment moins efficace. Du reste, les Allemands, qui ne peuvent pas et qui ne doivent pas se faire des armes atomiques. Les Allemands ont une armée conventionnelle qui leur coûte relativement plus cher que ne nous coûte la nôtre. Voilà le fait. Alors vous me dites les pays sous-développés. C'est bien, on parle des dépenses extraordinaires que nous faisons pour les pays sous-développés. Oui, on dit la France entretient des rois nègres et elle ne dépense pas d'argent pour elle. La France donne en effet au total quelque chose comme 2 milliards de nouveaux francs pour la coopération des pays sous-développés. Voilà ce qu'elle fait. Ces 2 milliards, ce n'est pas de l'argent perdu, à beaucoup près. D'abord, c'est ainsi que nous gardons avec ces pays-là des liens extrêmement étroits. Au point de vue culturel, ça va de soi, puisqu'ils parlent tous français. Au point de vue politique même, au point de vue économique, c'est certain, puisqu'ils sont à nos grands débouchés de nos exportations. Et puis enfin, au point de vue de notre standing international, car il est bon qu'un pays comme la France ait des amis, et des amis qui soient des amis particuliers, pourquoi pas? Et en effet, c'est ce que nous faisons. Un pays comme la France ne peut pas renoncer à un rôle d'aide internationale. Elle n'en a pas le droit, ou alors elle ne serait pas la France. Et elle l'est. Par conséquent, cet argent que nous donnons pour l'aide aux pays sous-développés n'est de l'argent perdu à aucun point de vue. Je considère même que c'est un très bon placement. Au général, une dernière question, il nous reste encore 5 minutes et demie. Vous parlez très souvent dans vos conférences de presse, dans vos discours, dans vos allocutions, de l'équilibre du monde que vous liez à la notion de paix dans le monde. Et puis on vous reproche aussi de sacrifier volontiers nos alliances traditionnelles au bénéfice de relations nouvelles avec les pays de l'Est. Comment est-ce que peut se concilier cette politique de la France, qui est la vôtre, avec le rôle que doit jouer la France dans l'équilibre du monde et pour la paix du monde? Nous avons un monde qui est en train de changer énormément. D'année en année, il n'est plus le même. Il apparaît des forces nouvelles. Je parle par exemple de la Chine. Il y en a d'autres, comme la Russie soviétique, qui évoluent à l'intérieur d'elle-même et face au dehors. Il y en a d'autres, comme les États-Unis, qui évoluent aussi et qui, d'une puissance essentiellement isolationniste, qu'ils étaient autrefois, deviennent une puissance interventionniste. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout ça, c'est un changement capital.
il y a l'Allemagne qui se transforme et dont nous ne savons pas, absolument pas, où iront ses ambitions. Naturellement, nous espérons qu'elles iront dans le bon sens. Et nous avons des raisons de l'espérer. Mais nous, on ne peut pas dire qu'on en soit certain. Par conséquent, nous sommes obligés de prendre le monde comme il est et d'agir et de vivre dans ce monde-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la France n'a à s'interdire à elle-même aucune possibilité. La France est pour la paix. Il lui faut la paix. La France, pour renaître vraiment, pour se refaire et pour s'étendre, au sens le plus noble du terme, il lui faut la paix. Par conséquent, la France cherche la paix, cultive la paix, aide la paix partout. Comment? En étant en rapport avec tout le monde. Il n'y a aucune espèce de raison pour que nous excluions d'avoir de bons rapports avec ceci ou avec cela. Nous sommes les alliés des Américains et leurs amis, tant qu'il a l'air de subsister quelques menaces venant de l'Est sur l'Europe occidentale. Nous sommes également en termes de plus en plus étroits avec l'Europe de l'Est, parce qu'elle existe et parce qu'il n'y a aucune espèce de raison pour que nous ne prenions pas tous ces contacts pacifiques avec elle. Nous avons pris des contacts également pacifiques et étroits déjà assez avec la Chine. Nous en avons avec d'autres réalités du monde, comme l'Amérique latine, comme l'Afrique bien entendu, comme l'Inde, comme le Japon. Et pourquoi pas ce que nous appelons l'équilibre, qui va avec la paix, c'est un commencement de coopération internationale. Et c'est cela que la France cherche à aider. Et c'est pourquoi la France n'exclut ses rapports avec qui que ce soit. Elle cherche à être en contact pratique, direct, fécond, avec tout le monde. Et elle l'est, figurez-vous. Je dirais même qu'actuellement dans le monde, si vous y faites attention, elle est la seule. Les Américains, tout puissants qu'ils sont, ne sont pas en bon terme avec tout le monde. Les Anglais non plus, pas encore. Les Allemands, je n'en parle pas. La Russie soviétique, ce n'est pas certain. Nous sommes ce pays-là. C'est conforme au génie de la France. Nous n'en sommes plus à la domination et à vouloir l'établir. Mais nous sommes le peuple fait pour établir, aider la coopération internationale. C'est ça notre ambition nationale d'aujourd'hui. Et faute de celle-là, nous n'en aurions aucune. Mais il nous en faut une. Et celle-là, nous l'avons. Elle est pour le bien de l'homme. Elle est pour l'avenir de l'humanité. Et il n'y a que la France qui puisse jouer ce jeu-là. Et il n'y a que la France qui le joue. Mon général, je vous remercie, puisque vous avez accepté de revenir demain devant les caméras. Nous parlerons, si vous le voulez bien, pour ce troisième et dernier entretien de la République et des institutions. Eh bien, nous en parlerons de la République.